Merci d'être avec nous pour votre journal Afrique sur TV5 Monde. Dans l'actualité, la reprise des combats entre l'armée et le M23 dans le Nord Kivu. Une centaine de morts en 8 jours. Qui commandite cette rébellion? On posera la question à Sophie Bouillon de Courrier International qui est avec nous. Bonsoir. Le grand retour de la boxe en Côte d'Ivoire. Elle avait pratiquement disparu ces 10 dernières années. Eh bien, pour attirer les matchs sont désormais disputés en plein air et c'est gratuit. Un mot de l'Égypte d'abord et c'est nouveau. Heurt meurtrier cet après-midi. 4 personnes ont été tuées, une trentaine d'autres blessées. Les affrontements ont opposé des partisans du président déchu Mohamed Morsi à des opposants. Ils ont éclaté près de la place Tahrir au Caire, mais aussi au nord de la capitale. Cela fait 3 semaines maintenant que le président Morsi a été chassé du pouvoir. Cela fait 3 semaines aussi que Mohamed Morsi est retenu par l'armée. Sa famille accuse le chef de l'armée, le général Sissi, d'avoir enlevé l'ancien président. Elle menace d'engager des poursuites à l'international. Écoutez, Oussama Morsi, le fils de Mohamed Morsi. Je lance un message à la communauté internationale, à qui je demande de prendre ses responsabilités pour la sécurité et la sûreté du président, qui, dois-je vous le rappeler, est toujours le président légitime de ce pays. Ils sont responsables de sa sécurité. Ce qui se passe en ce moment est un crime, rien de moins, un kidnapping, l'enlèvement de toute une nation. Voilà, on en vient au Mali maintenant, un pays vers lequel tous les regards se tournent. C'est dimanche qu'aura lieu l'élection présidentielle, un scrutin contesté. Vous le savez, car les obstacles à son bon déroulement sont nombreux. Et pourtant, les Maliens y croient. Bonsoir Ilham Taoufiki. Alors, apparemment, Ilham Taoufiki, notre envoyé spécial à Bamako, ne nous entend pas. Ilham, bonsoir, vous m'entendez? Alors, un petit problème de liaison, on essaiera de revenir avec le Mali dans le courant de ce journal, si la liaison le permet. On va se rendre au Togo, puisqu'on y vote également cette semaine. Les élections législatives sont programmées pour jeudi, et c'est un événement pour le pays qui a déjà reporté 2 fois la tenue du scrutin. L'ambiance à Lomé, commentée par Laure de Matos. Les législatives togolaises étaient compromises jusqu'au début du mois de juillet, jusqu'à ce qu'une large frange de l'opposition et le pouvoir en place trouvent un accord. Pendant des mois, représentants de la société civile et de l'opposition ont réclamé des réformes préalables au scrutin. Ils ont été partiellement entendus. Mais la campagne aura été courte et dans ce contexte de mécontentement populaire, le vote de jeudi sera un test pour le parti au pouvoir, le parti du président Nassimbe, qui a choisi sa ministre de la promotion de la femme comme tête de liste. On a sillonné beaucoup de maisons et on a rassuré la population. Je crois que c'est surtout de ça que les populations ont besoin, de cette proximité avec les gouvernants. La candidate de l'UNIR promet du changement, des emplois, la réduction de la pauvreté, la promotion de l'éducation. Mais laisse dubitative certaines de ses commerçantes. La famille Nassimbe règne en effet depuis plus de 40 ans sur le pays. Je lui ai dit que si elle gagne, il faut qu'elle tienne ses promesses. Parce que par le passé, des gens nous ont promis tellement de choses. Nous n'avons toujours ni eau courante, ni sanitaire. Jean-Pierre Fabre est le principal opposant au pouvoir de Faure Nassimbe. Il était candidat face à lui lors de la présidentielle de 2010. Il a finalement accepté de jouer le jeu pour ces législatives, même s'il reste sceptique. Il ne s'agit pas simplement de se mobiliser, il s'agit également de rester vigilant, aussi bien dans les bureaux de vote que dans les CELI, pour éviter, pour empêcher toutes les fraudes, d'où qu'elles viennent. Les CELI, ces commissions électorales locales, qui n'ont toujours pas toute la confiance de l'opposition. Le scrutin sera aussi suivi de près par les différents bailleurs de fonds du Togo qui ont pendant 15 ans, et ce jusqu'en 2007, sanctionné le pays pour déficit démocratique. Les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et le M23 dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. L'armée, ce lundi, a déployé des hélicoptères pour pilonner les positions rebelles. Ces tirs n'auraient pas atteint leur cible, affirme la rébellion. Alors avec vous, Sophie Bouillon, bonsoir. Bonsoir. On va faire le point sur la reprise de ces affrontements qui avaient cessé depuis quelques mois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quelque chose a changé par rapport à ce qui existait
au mois de décembre, par exemple. En fait, la chose qui a le plus changé aujourd'hui depuis le 14 juillet, où la date où les combats à l'arme lourde ont repris, c'est la confiance dans la population du Nord Kivu et de Goma envers son armée. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau. J'appelais la correspondante du Figaro, Mélanie Goubi, qui me racontait même qu'au 14 juillet, quand ils sont partis sur le front, la population les acclamait. Alors c'est vraiment un grand contraste avec l'année dernière. Je me souviens avoir vu être allé dans une réserve, une caserne en fait, où les soldats n'avaient pas à manger, ils avaient juste fui à l'arrivée des rebelles. Là, il y a une vraie motivation qui est surtout donnée par un nouveau colonel, le colonel Mamadou Ndala, qui est un personnage charismatique, qui inspire de la confiance. Et qui a réussi à faire payer les soldats, c'était aussi ça le problème. Exactement, il y a visiblement aussi un désir de Kinshasa de payer ses soldats, de leur amener des munitions, ce qui est quand même pas négligeable en temps de guerre. Et puis, il y a eu visiblement plus de 100 rebelles qui ont été tués ces dernières semaines. Donc la population est du côté de l'armée. On sait aussi qu'il y a 17 000 casques bleus qui sont déployés en RDC, 3 000 qui font partie d'une brigade d'intervention qui est censée justement intervenir pour désarmer les groupes armés, dont le M23. Comment on peut expliquer l'inaction de la MONUSCO depuis le début, depuis la reprise de ces affrontements il y a 8 jours? Alors l'expliquer, c'est compliqué parce qu'effectivement, l'ONU a aujourd'hui un mandat offensif, c'est-à-dire que pour la première fois, ils peuvent prendre parti pour désarmer ces groupes rebelles, dont le M23, et ils ne font rien. Alors ils sont, disent-ils, en état d'alerte si les M23 avancent sur Goma. En attendant, ils ne font rien. Ban Ki-moon a même appelé les deux parties à la retenue, les deux parties, alors qu'ils sont censés prendre part pour le FARDC. Le patron de l'ONU. Exactement. Et puis, alors, ce qu'on remarque, c'est une vraie hostilité de la population qui a toujours existé, mais aujourd'hui, elle se manifeste par des jets de pierre. On a vraiment le sentiment... Envers les casques bleus. Envers les casques bleus. Et effectivement, cette personne me disait que lorsque les chars passent dans la ville de Goma, les gens leur lancent des pierres. On a l'impression que la population veut maintenant se débrouiller seule et l'armée congolaise essaye de prendre les choses en main. Sophie Bouillon, depuis le début, Kinshasa accuse régulièrement l'Ouganda et le Rwanda de soutenir le M23, ce que ces deux pays nient. On se demande qui, finalement, commandite le M23. Alors visiblement, il y a eu beaucoup de pression internationale sur le Rwanda qui était effectivement accusé par les Nations Unies de soutenir la rébellion. Visiblement, sous la pression internationale, le soutien a diminué, l'Ouganda également. C'est pour ça que le M23 aujourd'hui est affaibli. Et puis il y avait ce jeu un petit peu de Kabila, du président congolais, qui n'osait pas vraiment prendre part contre le M23. On se souvient que c'était les ex-CNDP, c'est ceux-là qui ont aidé Kabila à arriver au pouvoir en bourrant les urnes. Il leur redevait quelque chose. Aujourd'hui, Kabila est en situation difficile, il perd le Nord Kivu et il a besoin d'une victoire militaire qui se transformera, on l'espère, en victoire politique pour lui. En un mot, Sophie, le président du Congo Brazzaville a proposé sa médiation ce week-end. Quels sont ses intérêts? Alors c'est pas la première fois. L'année dernière, il les avait accueillis. Il avait accueilli Paul Kagame et Kabila dans son village natal pour jouer un petit peu le grand-père qui allait faire la leçon aux deux petits jeunes, aux deux enfants du Congo et du Rwanda. Et il veut s'imposer un petit peu sur la scène régionale. Merci Sophie Bouillon, chef de la rubrique Afrique à Courrier International. En Tunisie, le jugement d'Amina a été mis en délibéré au 29 juillet prochain. La Femen tunisienne a comparu lundi pour outrage et diffamation de fonctionnaires. Elle avait été arrêtée il y a 2 mois pour avoir peint le mot Femen sur le muret d'un cimetière. À son procès aujourd'hui, Amina Zboui a dénoncé des mauvais traitements dans la prison où elle est incarcérée. L'ONG Human Rights Watch estime pour sa part que la militante qui avait fait scandale en posant seins nus est détenue pour des raisons politiques. Direction la Côte d'Ivoire maintenant avec le grand retour de la boxe, un sport qui était tombé dans l'oubli ces dernières années. Eh bien, pour tenter de relancer l'intérêt des Ivoiriens, la fédération a lancé une véritable offensive de charme. Vous allez le voir à Abidjan avec Evelyne Aka et Quentin Le Boucher. Au cœur du quartier des affaires d'Abidjan, 2 jeunes boxeurs se rencontrent sur le ring. La Fédération ivoirienne de boxe cherche à relancer ce sport qui était autrefois majeur dans le pays. Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien, faisait venir de grands champions. Depuis sa mort en 1993, la boxe a perdu en popularité.
L'objectif aujourd'hui, se rapprocher du public. La boxe a été pendant longtemps en léthargie en Côte d'Ivoire et donc pour la remettre sur les rails, nous avons concocté un plan de boxe de proximité, la boxe au cœur du pouvoir, c'est-à-dire en plein centre du plateau. Les matchs sont en plein air et gratuits, alors à Abidjan, les curieux sont venus nombreux. Je suis en train de vivre un sport vraiment animé et c'est beau à voir, c'est beau à voir. Voilà. Mais l'objectif de la fédération est aussi de recruter de jeunes talents. Une fois repérés, ils sont entraînés par des clubs privés pour ensuite intégrer l'équipe nationale qui espère participer aux Jeux Olympiques de 2016. La fédération organise des tournois comme ici pour tester leur formation et leur permettre de vivre leurs rêves. Plus tard, je veux devenir comme Mohamed Ali. La fédération compte aujourd'hui une 50aine de clubs et veut organiser des rencontres tous les mois. La prochaine étape, l'ouverture d'une salle de gala pour concurrencer les grands matchs de football. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez depuis Abidjan.